Salam alaikum, Azul, bonsoir. Entre l'Algérie et la France, il n'y a pas que des relations purement économiques, mais une véritable intrication. Un passé douloureux qui n'en finit pas de susciter des malaises, mais aussi des liens très forts et parfois même des dépendances, des connivences même, qui ne se disent pas. La France a longtemps été le premier partenaire économique de l'Algérie avant de céder la place à la Chine. Mais elle ne désespère pas de la retrouver. Les relations économiques algéro-françaises, qui étaient déjà très importantes avant l'arrivée de Bouteflika au pouvoir, allaient passer à un stade très important. Puisqu'à la faveur de la flambée des prix du baril, elles allaient littéralement tripler, passer du simple au triple entre 1999 et 2013. La France est donc le second partenaire économique de l'Algérie, après la Chine. Et l'Algérie est le troisième débouché pour la France hors OCDE. Pour 2017, les exportations françaises vers l'Algérie se chiffraient à environ 5 milliards de dollars. Ces exportations représentent environ 10% de part du marché algérien. La France est aussi, en Algérie, le premier investisseur hors hydrocarbures, le premier employeur étranger avec 40 000 emplois directs et 100 000 indirects pour 500 entreprises françaises établies ou représentées en Algérie. Mais, comme je l'ai dit au début, il n'y a pas que des relations économiques entre ces deux pays. Il y a tout ce soubassement mémoriel qui module de façon parfois pesante le climat entre les deux États. Et il y a aussi cette présence très importante d'une forte communauté algérienne dont nombreux de ses membres ont la double nationalité. La position géographique de l'Algérie joue, elle aussi, un rôle important dans la nature de ces relations, puisque l'Algérie est au cœur d'un Maghreb qui pourrait s'éveiller demain à un avenir très prometteur, et elle se trouve au nord du Sahel, une région d'une très grande sensibilité géostratégique. Aujourd'hui, TSA, où Yahya accueilli par Macron à l'Élysée, par la rédaction. L'écho d'Algérie, dans un message transmis par Ouyahia et Emmanuel Macron, le président Bouteflika exprime sa satisfaction quant au rythme de la coopération algéro-française. Par T. Ben Slimane, l'expression dossiers économiques, questions mémorielles et situation au Sahel, ce que Bouteflika a dit à Macron par Brahim Takharbout. Relations algéro-françaises, quel avenir? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai ici avec moi Hassan Hersh, docteur en économie. Merci Hassan d'être avec nous. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci. Brahim Younsi, ancien cadre du MDA. Merci Brahim Younsi. Merci à vous. Merci. Bonsoir aux téléspectateurs. Merci. Au téléphone depuis Alger, Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS. Merci Karim Tabou d'être des nôtres. Merci pour l'invitation et bonjour aux invités. Merci. Bonjour Karim, bonjour. Alors, mes chers amis, donc voilà la suite de la réception de M. Ouyahia par Macron, qui a été, nous dit-on, l'envoyé spécial en même temps de Bouteflika, qu'il a chargé de transmettre à M. Macron des choses et lui a demandé de le représenter à la conférence internationale sur la Libye qui s'est tenue à Paris. Et donc, ce thème des relations algéro-françaises est remonté un peu à la surface. Brahim Younsi, votre avis sur ces relations, sont-elles au beau fixe? Est-ce que ça se passe bien? On dit qu'elles sont au beau fixe. Oui. On dit quand même qu'elles évoluent très bien. Oui. Et même les échanges économiques, vous en avez parlé. Oui. Mais les relations, pour moi, les relations algéro-françaises, il y a ce qui est visible, ce qui est apparent et ce qui est caché, ce qui est invisible.
Et si j'ose dire, passez-moi l'expression, les relations algéro-françaises relèvent de l'ésotérisme. Elles sont ésotériques. Elles sont destinées à des initiés, quasiment. Absolument, absolument. Je le crois profondément. Je crois qu'il y a une écorce que nous voyons tous et il y a le noyau. Oui. Et les relations tissées en secret, il me semble qu'elles sont beaucoup plus importantes que ce que nous voyons, que ce qui est public. Nous allons laisser cet aspect des choses pour tout à l'heure, parce que c'est très important. Il faut que nous allions en profondeur autant que nous le pourrons. Mais maintenant, j'aimerais que nous parlions un peu de cet aspect purement économique, j'allais dire, mais aussi mémoriel, mais aussi concernant la communauté, par exemple, la communauté d'origine algérienne ou franco-algérienne qui est en France. Qu'est-ce qu'elle représente? Il y a 2 millions à 3 millions, dit-on. Bon, les statistiques ne sont pas toujours exactes. Pourquoi? Parce qu'il est interdit de faire des statistiques sur des bases ethniques? Oui, en France, oui. Parce que personne ne sait quel est le véritable chiffre. Vraisemblablement, le gouvernement le fait, les renseignements le savent, mais on ne les communique pas. Absolument, même l'INSEE. Sauf qu'on ne peut pas les publier. Voilà. Ce qui est interdit, c'est de les publier. Ce n'est pas interdit de faire des statistiques, mais ils le font alors que la loi l'interdit. Ah, ils le font Tout à fait. Ils le font quand même. Parce que c'est une base de données très importante. Absolument, mais ils ne le publient pas. Il y aurait 2 millions à 3 millions d'Algériens en France. D'Algériens, ça veut dire tous compris. Franco-algériens, Algériens, Harraga, tout le monde. Non, je pense que les Harraga, il est très difficile de les évaluer. Bajolais, à un certain moment, on les avait estimés à 350 000. Algériens clandestins. C'est très difficile. C'est énorme. C'est très difficile de les évaluer. Ceux qui arrivent, effectivement. Oui, bon, très difficile. Mais, vous le disiez, dans les relations algériennes, il y a les relations économiques. Il y a ces relations mémorielles difficiles. En tout cas, il y a 3 dossiers. Il y a 3 dossiers qui empoisonnent généralement les relations entre l'Algérie et la France. Il y a d'abord le dossier mémoriel qui se pose. L'Algérie exige la repentance, que la France se repente. Il exige sans l'exiger en vérité, parce qu'il l'exige à des moments, il passe dessus à d'autres moments, etc. Mais les déclarations de Macron avant d'être élu ont laissé croire qu'on allait y aller, quoi. C'est vrai. Déjà, Hollande, beaucoup plus que Sarkozy, beaucoup plus que Chirac, avait fait un pas. Oui. Avait fait un pas. Bon, il est vrai que Macron avait fait un bond, voire un grand bond vers la repentance. Mais ce dossier reste quand même brûlant. Tant que les choses ne sont pas. Donc il y a le dossier mémoriel. Il y a aussi le dossier, vous parliez tout à l'heure de géopolitique, avec l'Afrique subsaharienne, avec nos voisins du Sud. Mais il y a un dossier entre l'Algérie et la France qui pose beaucoup de problèmes, c'est le dossier du Sahara occidental. La France a pris fait et cause pour le Maroc. Et puis il y a le dossier des moines. Qui pose aussi problème entre les deux pays. Bon, en dehors de... Mais bien sûr, il y a tout cet aspect humain et les doubles nationaux franco-algériens ou algéro-français qui maintiennent le lien, en tout cas qui agissent pour rapprocher les deux rives de la Méditerranée. Nous parlerons tout à l'heure de cet épineux dossier des archives que certains revendiquent tout en espérant qu'ils ne seront jamais restitués. Et comment, si tel était le cas, comment cela serait géré? C'est-à-dire si les archives françaises étaient, les archives de la guerre d'Algérie ou la guerre de libération étaient restituées, comment va-t-on les gérer? Est-ce qu'elles seront accessibles au public ou est-ce qu'il n'y aura rien de changé? Entre autres, nous en parlerons. C'est un dossier moins lourd, à mon sens, que les 3 dossiers que je viens de citer. Très bien. Et nous parlerons aussi des crânes dont on a parlé du musée de l'homme. Hassan Hirsch, comment voyez-vous ces relations? D'abord, comment se fait-il que les Chinois ont été éclipsés, que les Français ont été éclipsés en faveur de la Chine? Est-ce que parce que c'est juste une économie de bazar qui s'était mise sur le marché au moment de la flambée des prix du baril, qu'on achetait à tour de bras, surtout de Chine, ou est-ce qu'il y a d'autres explications? Est-ce que je peux juste, au préalable, 30 secondes, dire toutes mes pensées à Samuel Siddiq, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire.
que nous avons perdu, un grand homme, lui qui réfléchit justement à ces dossiers-là, franco-algériens. Et puis, toute ma sympathie à des amis, 3 amis qui ont perdu leur fils récemment, Abdenour Ali Hia, le célèbre avocat, et puis le docteur Amar Zarrar, et puis L'Akhdar Badash, un entrepreneur. Voilà. Puisse-t-il trouver la paix. Mais sinon, pour Sami Oussedik, merci de nous l'avoir rappelé. Nous étions, Brahim Younsi et moi-même, tout à l'heure à la cérémonie funéraire qui avait été organisée avant la levée du corps et son départ pour son pays, pour y être inhumé. Je n'étais pas au courant. Oui. J'aurais été... Alors, nous avons assisté à une très belle émission funéraire et je rappelle à nos téléspectateurs qui souhaitent assister demain aux funérailles qu'il sera enterré au cimetière de Sidi Mohamed après la prière du vendredi. Je vous en prie. Bien, ceci étant dit, moi, j'ai la chance, l'opportunité d'avoir formé ces dernières années, et particulièrement 2017-2016, mais aussi là, en 2018, ça continue, des équipes de managers français qui partent en Algérie, de former et de coacher. Ils sont tout à fait ravis d'y aller, ils font des affaires, ils sont bien contents de vivre en Algérie et ils se font des amis. Ils sont particulièrement surpris de l'accueil qui leur est réservé par les Algériens lambda. Et qu'à la limite, ce qui est paradoxal, ils ont plutôt des difficultés avec l'administration algérienne qu'avec les Algériens qui les accueillent, qui les reçoivent. Ça va de soi. Avec qui c'est dans la nature du système. Ouais. Tracassier, bureaucratique. De gros problèmes pour avoir leur carte de travail, leur carte de séjour, les permissions de ceci, les permissions de cela, les interdictions de circuler dans toute l'Algérie, un certain nombre de zones qui leur sont interdites. On leur impose des escortes militaires pour se déplacer dès lors que ça dépasse 50 km au-delà d'Alger, etc. Tout un tas de tracasseries. Et malgré cela, ils sont tout à fait contents d'être sur place, de vivre quelque chose d'enrichissant, me disent-ils. Et ça se passe particulièrement bien pour eux. Et, ils font partie des employés de ces 500 entreprises dont j'ai parlé dans mon introduction. Très probablement. Oui. Mais ces 500 entreprises, qu'est-ce qu'elles font en Algérie? Quel genre de prestations offrent-elles ou de production? Ils sont dans le traitement des eaux, ils sont dans l'électricité, ils sont dans la téléphonie, et ils sont dans l'éducation, l'enseignement supérieur privé. Ils sont dans tout, dans l'agroalimentaire, employés directs et 100 000 indirects. C'est quand même quelque chose. Tout à fait. Ouais. Avant-hier, je ne peux pas peut-être nommer l'entreprise, avant-hier, j'ai formé, coaché le PDG d'une entreprise qui a 3100 salariés directs, plus de 12 000 salariés indirects et des sous-traitants dans tout le territoire, sur les 48 wilayas. Ils étaient tout heureux, justement, de retrouver l'Algérie. Ça fait quelques mois qu'il y est. Peut-être que si vous voyez cette émission, vous se reconnaîtrez. Et encore une fois, tout à fait heureux de collaborer avec des Algériens. Et ce qui est formidable, c'est qu'ils s'emploient sérieusement à former les jeunes Algériens. Parce que de tout ce que j'ai eu à rencontrer dans ce cadre-là, leur premier souci, c'est de former des Algériens pour qu'ils se retirent et qu'ils laissent leur place justement au cadre algérien. Karim Tabou. Alors maintenant, peut-être un mot au moins par rapport à votre question qui est par rapport à la Chine. Oui. Il faut dire que ces 15-20 dernières années, la Chine a, je veux dire, travaillé tout azimut pour s'implanter partout. Pas seulement en Algérie, dans toute l'Afrique, y compris en Europe. Et des investissements absolument colossaux. Et alors l'avantage de la Chine, c'est qu'ils ne s'occupent pas de politique, ils ne s'occupent que des affaires. Et puis ils sont très généreux en matière de prêts budgétaires. De pots de vin aussi. De pots de vin, exactement. Ils ne sont pas les seuls. C'est beaucoup plus facile en tout cas. Voilà. Donc, les investissements chinois sont beaucoup moins importants que les investissements français. Dans quel sens?
C'est le premier partenaire. Oui, non, mais pas en termes d'investissement. Ah, en termes de quantité, ils sont très présents sans être... Oui, mais pas en termes d'investissement. Les Français sont les premiers investisseurs en Algérie. C'est au-delà de C'est 3 surtout milliards, en termes d'échanges commerciaux. Oui. Mais les investissements, ce sont les Français qui sont les premiers, avec environ un peu plus de 3 milliards d'euros. Totalement en deçà, très en deçà des potentialités. Absolument. Alors, Karim Tabou, une question plutôt politique, j'allais dire. Bouteflika a pratiqué 4 présidents français. Et il n'est pas impossible qu'il en fasse passer encore un 5e, avec un 5e mandat. Donc, tous l'ont soutenu, tous ont soutenu son régime. Est-ce parce que entre 1999 et 2013, les échanges ont quasiment triplé? Ils ont triplé. Est-ce que c'est juste une question d'intérêt ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière? Vous vous rappelez, Karim Tabou, je vous laisse la parole, ce voyage de M. Hollande, chef de l'État français, qui s'était déplacé à Alger pour une journée, juste pour nous dire cette histoire d'alacrité, que M. Bouteflika était d'une grande alacrité, qui parlait de sujets très complexes, et pour nous dire surtout qu'il était vraiment aux affaires, que c'était lui qui dirigeait le pays. Karim Tabou. Bonsoir. Bonsoir. Merci. C'est clair que la relation algéro-française est une relation, passez-moi l'expression, perverse. Il y a des choses qui se multiplient par 10, par 20, et il y a des choses qui se divisent par 10, par 20. Je m'explique, bien entendu, que la responsabilité de ce qui nous arrive, il incombe en premier lieu aux Algériens, à l'élite algérienne, aux partis politiques algériens. Mais toutefois, le poids de la France dans ce que vit le citoyen algérien, en termes de caution que la France a toujours apporté au régime politique, mais également le poids de la France dans la mise en échec de toutes les tentatives de l'opposition de faire des choses, notamment à l'étranger. Moi, je témoigne, j'étais même présent lors de l'un des forums importants de l'international socialiste, pour les raisons de l'État, pour les raisons d'intérêt de la France. Même nos camarades du Parti socialiste français avaient tout fait pour mettre en échec une résolution qui mettait en accusation le pouvoir d'Alger, qui a été proposée à l'époque par l'URSS. Donc, il est évident que les intérêts du pouvoir algérien, malheureusement, quand on évoque l'Algérie, on évoque les intérêts du pouvoir. Et quand on évoque la France, on évoque l'État français. C'est toute la différence. Parce que malheureusement, chez nous, devant le fait que nos dirigeants ne disposent pas d'assez de légitimité, d'assez de soutien en interne, ils trouvent en la caution de la France et d'autres pays un moyen de légitimation, un moyen pour rester, comme vous le dites, 5 mandats, 6 mandats et plus. Et moi, je me tiens pour l'actualité à 2 déclarations essentielles de Macron. La première, qui est une déclaration qui semble être une déclaration normale, ordinaire, quand il dit que je défends les intérêts stratégiques de la France où la France peut agir, notamment en matière de sécurité. Et vous savez, en matière de sécurité, il n'y a pas que les questions du terrorisme, il y a également les flux migratoires, il y a également l'arrivée massive de populations de la zone du Sud. Donc tout ça fait partie des inquiétudes de la France. Mais également, dans une des déclarations importantes qu'il avait faites lors de la campagne électorale, c'est un entretien qu'il a donné aux Jeunes Afrique, il a très clairement dit que nous devons mettre un partenariat stratégique, mais qui doit se dérouler à l'échelle institutionnelle et que désormais, les relations entre la France et les pays du Sud, il a cité notamment l'Algérie, doivent s'émanciper des réseaux de connivence, d'intérêts et d'affairisme.
D'abord, c'est une reconnaissance, le fait que les relations étaient beaucoup plus des relations qui se déroulaient à l'échelle des réseaux, à l'échelle des services, qu'à l'échelle institutionnelle, notamment du côté du Sud. Mais il a pris l'engagement de sortir. Malheureusement, ce que nous voyons, bien au contraire, les réseaux sont puissants, ils agissent, ils font circuler beaucoup d'argent, ils font gagner beaucoup d'argent à tous ces réseaux-là. Et l'engagement qui fut pris s'est révélé être un slogan comme tous les slogans de campagne, puisque Macron avait fait une déclaration en Tunisie, au Maroc. Il a fait une autre déclaration à Alger en disant « Je veux appuyer sur les forces démocratiques, sur les jeunes entrepreneurs, sur l'élite démocratique, sur les partis progressistes et modernistes. » Malheureusement, à l'effet de la gestion des intérêts des affaires des États, de la raison de l'État, les réseaux prennent le dessus. Oui, mais Karim Tabou, j'entends bien ce que vous dites, mais j'essaie de me mettre un peu à la place des autorités françaises, de l'État français. Je comprends que le régime algérien sait très bien utiliser ses lobbies, le financement des campagnes électorales des uns et des autres, donner des contrats à ce qu'on appelle les pompes africains. Beaucoup de personnel français ont des pompes afriques, des cabinets d'études, d'expertise. On leur commande des études bidons, on les paye d'une certaine manière, de façon très légale. J'entends bien aussi qu'il y ait une question d'intérêt avant tout, une question de raison d'État, que chaque État s'occupe des intérêts de sa propre société, de son propre pays. Mais peut-on avoir une si courte vue côté français et ne pas imaginer ce que pourrait être la suite des événements si demain ça va mal en Algérie, si ce régime prédateur finira par le précipiter, par le fracasser contre un mur, est-ce qu'il n'imagine pas qu'il pourrait y avoir un véritable tsunami migratoire à destination de la France? Prendre la mesure des risques. La France reste la première destination des Algériens en cas où il arrive quoi que ce soit. Et je disais au début cette relation perverse. Aujourd'hui, quand on voit des intérêts économiques, si on essaye de quantifier les échanges et leur donner une valeur, on voit bien que la France, ces 10 dernières années, a réalisé des rentrées, des affaires importantes. Et sur le plan économique, c'est l'effet multiplicateur. Quand vous allez au square à Alger, vous achetez l'euro avec un taux de change qui dépasse les 18, parfois les 20. Mais quand il s'agit des élections, quand il s'agit du bricolage des constitutions, quand il s'agit des trafics électoraux à grande échelle, les normes démocratiques sont divisées par 20, ils sont divisées par 10. La France ne trouve rien à dire et pourtant il trouve de l'intérêt à considérer qu'un coup d'État en Burkina Faso n'est pas admissible, qu'une révision constitutionnelle dans un autre pays pour le prolongement de mandat aux dictateurs de l'Afrique, et il trouve de l'intérêt à le dire. Mais quand il s'agit de l'Algérie, elle traite ses intérêts prioritairement, mais il ferme les yeux assez souvent sur des graves dépassements. Aujourd'hui, si on revient un peu en arrière, il y a 15 ans, il y a 20 ans, on voit quand même des débats se passer sur la scène française, sur les télévisions françaises. C'était des préoccupations de la scène politique française, qu'il soit de gauche ou de droite, qu'il soit au pouvoir ou dans l'opposition. Mais aujourd'hui, depuis l'arrivée de Bouteflika, on voit bien que l'action des réseaux a pris le dessus sur l'action de l'institution. Et restez avec nous, Karim Tabou, restez avec nous. Brahim Younsi, au sujet de ces connivences, comme les qualifie Karim Tabou, de ces travaux de lobby souterrain, de ces financements de campagne électorale, de ce soutien parfois incompréhensible de l'État français au régime algérien, alors qu'il en connaît toute la face cachée, la face sombre. Et que la France peut faire. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Du moins ne pas être complice, par exemple, dans ce qui se passe en ce moment, une prise d'otage d'un vieil invalide. Mais est-ce que nous voulons une ingérence de la France? Pas une ingérence, du moins pas de soutien.
J'entends ce que dit Oui. Karim Tab. D'accord. Les relations internationales sont fondées sur les relations entre États. Il y a un État algérien, que nous le voulions ou non. Que nous le voulions ou non, il y a un État algérien. Est-ce que nous voulons que la France intervienne dans les relations, dans la politique intérieure de l'Algérie? Moi, je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Sincèrement, je ne le souhaite pas. C'est une affaire algérienne. Est-ce qu'il ne se vérifie pas tous les jours que l'État français, comme vous dites, comment dirais-je, pratique une forme d'influence sur les uns ou les autres pour aboutir à des choix politiques? Cela, nous l'avons toujours vécu, Oui. évidemment. C'est de l'ingérence. C'est une ingérence non pratiquée officiellement, c'est mais... aux Algériens, c'est aux Algériens et aux responsables. Si vous regardez les agendas, et Hirsch l'a dit tout à l'heure, des ministres algériens et français, des entrepreneurs algériens et français, de la société civile algérienne et française, vous serez impressionnés par les allers-retours. Oui. Il y a des liens très denses Oui. entre Vous connaissiez le chiffre de ministres établis en France, de ministres algériens? Enfin, il y en a beaucoup, je n'ai pas fait le Sur les 700 qu'a connu l'Algérie depuis 1962, 500 se sont établis en France avec leurs familles. Je vais vous dire, ce n'est pas une confidence. J'étais avec à l'époque certains responsables français, on déjeunait, et puis ils pensaient que j'avais la nationalité française, alors que je ne l'ai pas. Bon, quand ils m'ont demandé, je leur ai dit non, je ne suis pas français. Et ils ont été scrupuleux, mais pourquoi vous ne prenez pas la nationalité? Pourquoi? Bon, je leur ai expliqué les raisons. Ils m'ont dit, mais bon, il y a 11 de vos ministres ou anciens ministres qui en ont, dont 2 premiers ministres. Bon, nous savons très forts. Oui, voilà. Ouais. Les liens sont extrêmement forts entre des Algériens, des responsables algériens et des responsables français. Mais le problème, c'est que ces liens sont cachés, sont dissimulés. C'est la raison pour laquelle je parlais tout à l'heure d'une espèce d'ésotérisme, des relations ésotériques, des relations auxquelles nous n'avons pas nous-mêmes accès. Et il y a une surface, il y a un noyau, il y a une écorce que nous voyons tous, etc. Mais il y a un noyau, et un noyau très dur. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce noyau, comment ça se pratique, comment ça vit, quels en sont les enjeux? Vous l'avez dit tout à l'heure, les enjeux sont à la fois financiers, commerciaux, économiques et évidemment... Toujours raison d'État, il n'y a pas d'intérêt particulier. Évidemment politique. Écoutez, la raison d'État y est. Oui. Tout à l'heure, nous avons dit entre nous des mots. Nous prenons le dossier Ali Messili. Oui. La droite et la gauche. Oui. La droite et la gauche. Quand Ali Messili a été assassiné à Paris, et Ali Messili était aussi français. Oui. Oui. C'est-à-dire que c'est un citoyen français qui a été assassiné sur le territoire français. Oui. Et la police française a attrapé l'assassin présumé et qui a été relâché par Pondreau et Pasqua. Elle l'a exfiltré vers l'Algérie. Ce que je veux dire, où il vit jusqu'à aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est un dossier qui reste encore brûlant aujourd'hui. Tout à fait. Je vais vous laisser en parler tout à l'heure. Ce que je veux dire, Hassan Hirsch y était. Nous avions constitué un comité pour la vérité. Oui. Qui était présidé, qui était constitué avec beaucoup d'Algériens, mais aussi pour René Galissot et d'autres, qui étaient de gauche, qui étaient proches des socialistes. L'assassinat de Messili a eu lieu sous la droite, et il a cité Pasqua et Pondreau. La gauche arrive au pouvoir, c'est Rocard. Rocard, que nous connaissons bien, que nous connaissions bien, ne pouvait pas ouvrir le dossier. Et pourquoi? Ne pouvait. La raison d'État. Mais dont vous parlez. Voilà, il y a des raisons d'État comme ça. Qui est lié aux seuls intérêts financiers? Parce que l'assassinat a été commandité par les services algériens, par le pouvoir algérien. Donc un État étranger, l'Algérie en l'occurrence, fait assassiner un citoyen algéro-français, algérien et français aussi, sur le territoire français en l'occurrence, parce qu'il était en France, il est à 100% français. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend son assassin, on l'exfiltre, on le donne aux autorités algériennes, on ne le juge pas, on ne l'embête pas. C'est une deuxième affaire Ben Barka. Oui, c'est exactement, ça ressemble. Oui. Sauf que pour l'affaire Ben Barka, ils n'ont pas eu les assassins en main. Celui-là, ils l'ont arrêté, il a été identifié, il a été accompagné à l'aéroport, menottes en main, puis remis aux autorités algériennes
en Algérie où il coule des jours heureux. D'ailleurs, récemment, il a voulu se présenter aux législatives, hein, je vous rappelle. Oui, oui, tout à Ouais. fait. C'est un scandale de plus. Et encore une fois, dès lors qu'il s'agit, comme l'a dit aussi bien Brahim que Karim, dès lors qu'il s'agit d'une frange démocratique algérienne, eh bien là, effectivement, on fait l'impasse, on met le couvercle sur la marmite, on fait tout pour ne pas gêner le pouvoir algérien. Et je crois, franchement, qu'il y a cette tradition vis-à-vis de tous les pays dictatoriaux, en dehors, Surtout quand elles sont d'anciennes colonies. pas seulement, oui, particulièrement, oui, mais en dehors du système soviétique, des pays satellites, véritablement satellites de l'Union soviétique, il y a une complaisance. Aussi bien les pays africains que les trois pays, notamment d'Afrique du Nord, mais pas seulement, l'Égypte. Tout ce qui se passait dans ces pays-là était resté effectivement sous couvert. Et en France, on ne pouvait pas dénoncer. Et lorsque des citoyens français ou des citoyens d'origine de ces pays-là essayaient de déterrer un certain nombre de vérités, eh ben, ils en sont empêchés par les services français. Moi, je me rappelle très bien, tu étais là, Brahim, hein, en 1985, quand il y a eu l'emprisonnement des militants de la Ligue des droits de l'homme, qui était présidé par Maître Ali Yahya Abdel-Nour, nous avions programmé une manifestation au Trocadéro qui venait d'être débaptisée, donc rebaptisée, Place des droits de l'homme, par Laurent Fabius, qui était Premier ministre. La semaine qui a suivi, nous avions profité pour demander un rassemblement pour la Ligue des droits de l'homme. Eh bien, non seulement ça a été refusé, mais en plus, comme nous avions quand même maintenu notre rassemblement, nous avons été arrêtés. Nous étions plus de 400 militants qui étaient au dépôt à Vincennes, là où étaient enfermés nos aînés pendant la guerre de libération nationale. Nous avons été fichés, nous avons été interrogés, etc. Et alors qu'il y avait des militants de l'amicale des Algériens en Europe, donc qui était le bras comment dire, associatif des services algériens, eh bien, cela était relâché immédiatement dès qu'ils montraient. Comment vous expliquez ces attitudes tout à fait injustifiables? Juste la raison d'État? Sans doute qu'il y a d'un certain nombre de choses que nous ignorons. Il faut d'abord savoir que la tradition française est une tradition jacobine et que toutes les relations algéro-françaises se passent au sommet. Il n'y a pas de coopération décentralisée. Les entrepreneurs entre eux ne peuvent pas négocier. Les universitaires entre eux ne peuvent pas organiser des séminaires, des échanges, des colloques, etc., sans passer par le sommet. Les étudiants non plus, les syndicats non plus, les associations non plus, les partis politiques, ce dont on parlait Karim Tabou tout à l'heure, non plus. Ce qui veut dire que tout reste encore aujourd'hui sous les fourches codines des pouvoirs centraux. Des deux États. Et donc, il y a effectivement un certain nombre de dossiers qui empêchent des relations normales. Ça a été cité tout à l'heure par Brahim, le Sahara occidental, ce qui se passe au Mali, aujourd'hui l'affaire de la Libye, mais aussi des affaires algéro-françaises, l'immigration, dans les deux sens. Le dossier Messili, le dossier des enfants franco-algériens. La repentance, les biens les archives. Les pieds noirs, les archives, les harkis, oui. etc. etc. Il y a beaucoup de... Tant que l'État algérien, qui était incarné par le FLN, Oui. donnait tout cela. Moi, je me souviens aussi, en 1983, nous avons été éloignés. Lorsque Chadli Benjedid avait fait sa visite officielle, ou sa visite d'État à Paris, en France, nous avons été éloignés. En tout cas,
pour ce qui était de mon parti. Toute la direction du parti avait été éloignée, chacun dans une province. Éloigné physiquement? Physiquement, bien entendu. D'accord. Nous avons été envoyés dans le sud, dans le nord, etc., quand Chadli Bejdid était venu. C'est incroyable. C'est-à-dire que la France rendait des services à l'État algérien. Bon, c'était une évidence. Et cela ne s'est pas passé simplement pour nous ou pour cette manifestation au Trocadéro. Vous aviez d'autres, bien avant, des historiques. Boudiaf avait été jeté par les services français à la frontière franco-suisse. Carrément. Bessaoud Mohandara, expulsion en Angleterre. Par exemple, c'est incroyable. Qaïd Ahmed, quand il était venu en 1971, après 71, il a été arrêté au Grand Hôtel où il devait faire une conférence de presse et éloigné. Il est mort au Maroc. Ça veut dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas de François Hollande. Ça date de 1960. Karim Tabou, pourquoi ces attitudes de l'État français à l'endroit de, moi je persiste à dire, du régime algérien, puisqu'il n'est pas légalement, j'allais dire, légitimement élu, qui ne représente pas vraiment le peuple algérien, et qui est pourtant soutenu à bout de bras par l'État français. Pourquoi? Est-ce parce que c'est un relent de colonialisme dans les esprits, qu'on considère que les foules qui sont exploitées là-bas, opprimées, dont le pays est mené à volo, ce ne sont après tout que des indigènes? C'est sûr qu'il y a un peu de racisme. Et il y a la mémoire, il est là, il a ses effets. Nous avons emmagasiné en nous et en eux cette attitude diminutive à l'égard des populations du Sud. Nous le ressentons même aujourd'hui auprès de l'élite éclairée émancipée dans leur façon de regarder les populations du Sud, la façon dont sont traitées des questions relevant de l'immigration, relevant des populations du Sud qui vivent en France. Nous le ressentons très très bien. Sarkozy, lors de sa visite en Algérie, avait tenu un propos qui était un propos raciste lorsqu'il disait que si c'est pas Bouteflika à Alger, c'est les talibans, c'est l'Afghanistan. Il a fait un jugement contre un pays qui a payé une facture macabre de sa lutte pour la démocratie, pour les libertés, pour les droits. Tous ces intellectuels qui ont été fauchés, qui ont été punis, tous ces militants qui ont été emprisonnés, il les efface d'un revers de main avec une telle sentence. C'est une attitude raciste à l'égard de la population du Sud. On continue à considérer les populations du Sud comme des populations inaptes à la politique, inaptes à la démocratie, inaptes à se prendre en charge. Je voulais juste poser une question amicalement aux deux amis. J'entends ce concept qui revient à chaque fois, la raison de l'État, la raison d'État. J'ai beau essayer de définir ce mot, ce concept, je ne trouve pas. C'est plus une déraison de l'État. On ne peut pas considérer que tu es un militant des droits de l'homme, un avocat, de cette manière-là, lâche et aveugle, plus être mis dans un registre qu'on appelle, dans les médias, dans nos débats, raison de l'État. Il n'y a pas de raison d'État. Quand il s'agit des libertés, quand il s'agit de la dignité humaine, il n'y a pas d'État qui écrase la dignité humaine. L'État qui écrase la dignité humaine n'a pas de sens. Donc aujourd'hui, quand on soulève ces interrogations, c'est parce que les réseaux français sont là, ils activent non seulement en politique, en économie seulement, mais ils sont là en politique. Il y a bien des notes qui sont faites par des services spécialisés, que ce soit au niveau de l'ambassade, que ce soit au niveau des autres services, qui arrivent au Quai d'Orsay, qui arrivent à la présidence française et qui donnent des informations dans le détail sur les tendances dans le pays, sur la situation politique, sur les scénarios possibles, sur les informations, sur l'institution militaire, sur la gestion du Sud, sur la gestion du pétrole, sur la corruption. Mais tous ces sujets-là sont connus. Ils sont plus connus chez eux peut-être que chez nous.
Donc aujourd'hui, il y a un abandon, il y a un renoncement, il y a voire une trahison parce que ce pays, c'est le pays des valeurs, c'est le pays qui proclame la citoyenneté, c'est le pays qui apprend aux autres pays les notions des droits de l'homme, les notions de la citoyenneté. Mais quand il s'agit des intérêts politiques mafieux, de réseaux d'intérêts, il passe Mais ces valeurs-là. Karim, une dernière question, je vous demanderai de répondre assez brièvement puisque nous arrivons vers la fin. Pourquoi seulement la France? Pourquoi sommes-nous aussi exigeants seulement à l'endroit de la France? Mais il n'y a pas que la France qui est dans cette attitude, j'allais dire. Mais la France, c'est elle-même qui se met dans cette situation. Vous savez, on a eu en tant que militant politique, en tant que responsable politique, nous avons eu des entretiens avec des ambassadeurs, avec des autres pays, dans des forums à l'étranger, dans l'international socialiste, etc. Pour mon expérience personnelle, en tout cas la France, c'est elle qui s'impose, c'est elle qui dit ne vous immiscez pas dans les affaires algériennes. L'Algérie est le jardin de la France. Elle se comporte en tant que telle. Et là, j'allais dire, le mandat à l'échelle internationale, parce que le pouvoir algérien n'a pas les moyens de se défendre, n'a pas les moyens de passer son message, n'a pas les moyens de passer ses mensonges, il a passé tout simplement le mandat aux Français, dans beaucoup de cas, pour défendre le régime algérien. Et il le fait. Il le restez fait, avec nous. toutes les valeurs qu'il proclame. Restez avec nous, Karim Tabou. Karim Tabou donc, vous a posé une question sur la raison d'État, telle que vous la voyez vous-même. Vous avez 2 minutes chacun. Oh, c'est très difficile de définir la raison d'État. On sait que la raison d'État, ce sont les intérêts des États. Voilà. Ça veut dire agir à l'international en fonction de ses intérêts, et seulement de ses intérêts. Rien d'autre. Pas d'état d'âme. Il n'y a aucun état d'âme, il n'y a aucune morale. Oui. La raison d'État, c'est l'absence de morale, Oui. l'absence de droit. Oui. Oui. Donc il n'y a que les intérêts qui comptent. Oui. Oui. Nous allons faire de la philosophie politique. Mais à terme, c'est contre-productif pour la France. Ça ne peut pas. Parce qu'elle risque de recevoir Je ne le crois un pas. retour de manivelle qui pourrait... En tout cas, moi je ne suis pas, d'ailleurs il y a beaucoup de littérature là-dessus, je ne suis pas favorable, je ne suis pas d'accord avec, j'ai entendu Karim Tabou, je ne suis pas d'accord avec ce qu'on a appelé le droit d'ingérence humanitaire ou le devoir d'ingérence humanitaire, qui n'est pas, Kouchner n'est pas le concepteur véritable. Oui. Bon, voilà, moi je ne suis pas favorable à cela. Je ne suis pas Sinon, et nous le voyons avec ce qui se passe en Libye. Au nom du devoir ou du droit d'ingérence humanitaire, on a détruit un pays, on a détruit une population. En Syrie, c'est la même chose. En Irak, c'est exactement la même chose. Et on veut, encore une fois, le faire en Iran. Le problème, c'est que l'Algérie, qui, il faut le dire, et les responsables en place le savent bien, et ils font tout pour se rapprocher de la France. Et ils se rapprochent de plus en plus de la France parce qu'ils sont isolés. Dans la région, il y a un isolement de l'Algérie, de la diplomatie algérienne. Leur prolongement géostratégique, c'est la France aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle C'est pas en même temps une plaque tournante pour le blanchiment de l'argent. Mais ça peut être tout. Ça peut être tout. 2 minutes. Oui, d'abord, je donne entièrement raison à ce qui a été dit par Karim Tabou. Je crois que son sens critique a des fondements dans ces relations, évidemment, totalement anormales entre 2 pays qui auraient pu s'entraider et réussir une coopération particulièrement intéressante et je dirais exemplaire, non seulement dans le bassin méditerranéen, mais aussi dans une relation ancienne colonie et ancien colonisateur, ça c'est évident. Mais ce que je crois être aussi un des éléments de la raison d'État, c'est que dès lors que ça touche un certain nombre de points sensibles, tels que le secret défense, tels que éventuellement des points qui pourraient conduire à une crise politique
du pouvoir en place, qui pourrait mettre le gouvernement en place en difficulté, voire éventuellement des motions de censure qui pourraient être déposées à l'Assemblée nationale par l'opposition, etc. Dès lors, en tout cas, que l'équipe en place se sente en danger, dès lors que ça peut révéler des rouages financiers, des rouages politiques, des rouages au niveau des renseignements militaires, des renseignements sécuritaires, etc. Tout ça, évidemment, est mis dans le pot de raison d'État. Et il est parfois incompréhensible qu'un certain nombre d'événements soient mis justement dans ce panier de raison d'État. L'exemple de l'affaire Ali Messili, c'est absolument incroyable. Je veux dire, c'est rocambolesque. Même si ça devait mettre à mal une frange du pouvoir algérien, on sait très bien que ce n'est pas ça qui allait, mettre en difficulté un pouvoir dictatorial qui pourrait remettre en cause le système algérien, etc. C'est dire que la raison d'État peut être mise à contribution pour faire des petites choses pas très jolies. Oui. Rajouter peut-être un point, un dernier point. En un mot. Voilà. Je crois que la force de l'État français, c'est qu'en fait, il détient ici les avoirs des responsables algériens. Et un jour ou l'autre, la France peut jouer cette carte-là, comme ils l'ont fait avec le Congo il y a quelques semaines, comme ils l'ont fait pour un certain nombre de pays africains. Et demain, ça peut être le tour de l'Algérie. Donc, place à une relation plus démocratique et plus transparente, place surtout. à une politique de coopération décentralisée. Le problème est surtout du côté algérien. Qu'est-ce que l'Algérie, bien sûr qu'il doit absolument aller dans le sens de la démocratie, d'un renouvellement des élites, qui doit protéger aussi son indépendance. Merci Brahim Younsi, merci Hassan Hirsch, merci Karim Tabou, merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Je regrette de ne pas pu avoir abordé le problème des archives et des crânes du Trocadéro, mais nous y reviendrons une autre fois. Sahaf Torkom, bqaw ala khair.